Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver ce soir pour la toute dernière de cette saison. Ça y est, c'est l'été, les canicules ont commencé. Il faudra sans doute s'attendre à un été chaud, voire très chaud, et avec tous ces désagréments. Un des plus grands fléaux de ces dernières années durant la saison estivale, les feux de forêt. Nos moyens d'intervention seront renforcés cette année, notamment sur le plan matériel, à travers l'acquisition de 6 bombardiers. Nous verrons quel dispositif est mis en place pour lutter contre les incendies avec nos invités. Et puis la saison estivale, c'est aussi les vacances. Avez-vous choisi déjà votre destination? Avec la pandémie, beaucoup d'Algériens se sont tournés vers le tourisme local, ce qui a permis de découvrir la richesse de notre pays, tant sur le plan culturel, historique et environnemental. Le secteur touristique reste quand même en deçà des attentes, pas assez d'offres, des prix trop élevés, parfois des infrastructures pas aux normes. Comment valoriser le potentiel de notre pays ô combien riche? Nous en parlerons dans notre second plateau. Mais pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir colonel Farouk Achour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile. Merci de répondre présent à notre invitation. Monsieur Saïd Sidali, bonsoir. Vous êtes directeur de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci, madame. Et nous accueillons également monsieur Oldash El Hadi. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'École nationale supérieure d'agronomie et spécialiste en forêt. Merci également d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Alors, avant de commencer sur la lutte anti-incendie dans notre pays, je voudrais faire d'abord un petit tour mondial. Depuis 2001, il faut savoir que les feux de forêt ravagent désormais chaque année environ 3 millions d'hectares de plus, ce qui fait un total de 300 millions d'hectares au niveau mondial. 70% des surfaces dévorées par les flammes en 20 ans concernent les forêts boréales qui recouvrent une grande partie de la Russie, du Canada et de l'Alaska, ce qui représente le poumon de la planète. Donc aujourd'hui, il y a une accélération de ces changements climatiques, un impact réel sur nos forêts qui disparaissent au fil des années. Je vous donne la parole, monsieur Oldash. Effectivement, actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'avec les changements climatiques, tout le monde en parle, mais les effets de ces changements sont là. Donc on constate que des régions qui étaient jusqu'à présent indemnes de ces problèmes de sécheresse, de feux de forêt, subissent ce fléau en pleine figure. Et malheureusement, très souvent, ils ne sont pas préparés à ça. Parce que c'est vrai, malgré qu'ils ont les moyens, mais on va en parler tout à l'heure peut-être, en matière de lutte contre les feux de forêt, il faut penser avant tout à la prévention. Oui. Donc c'est la prévention qui prime. C'est la clé, hein, oui. Et cette prévention, c'est... Donc, la Direction générale des forêts. Les aménagements. Mais malheureusement, je reviens à notre pays justement, c'est que les aménagements qui ont été faits, ils datent de très longtemps, ce qui fait que dans ces aménagements, il y a une partie on parle d'aménagement DFCI, donc pour éviter que le feu se déclenche, ou même s'il se déclenche, il va être éteint très rapidement. Oui, il ne pourra pas se propager. Tout à fait. Donc, et malheureusement, comme je le disais, nos forêts ne sont plus aménagées. Les plans d'aménagement datent de 30 ans peut-être et même plus, ce qui fait qu'il faut penser avant tout à revenir à ces aménagements. C'est très important. On va voir ce qui est fait au niveau de la Direction générale des forêts, mais pour l'instant on va rester au niveau mondial. Vous me disiez tout à l'heure, colonel Farouk, sur le Canada par exemple, qui a eu des incendies extraordinaires il n'y a pas très longtemps. On parle maintenant de méga-feux, c'est-à-dire des feux qui gagnent en intensité, en rapidité. Le phénomène en lui-même a évolué. Vous avez tout à fait raison, pour la simple raison qu'au Canada, on est à plus de 1 million d'hectares, c'est énorme en matière d'incendie. Généralement, cette région-là, il y avait des feux naturels qui ne prenaient pas autant d'importance. Mais cette année, ça a débordé. Et le fait que ça a pris des proportions tellement importantes qu'il a fallu aussi engager des moyens pratiquement de tous les pays riverains, parce que la menace, elle touche aussi les États-Unis. Il faut savoir aussi qu'il y a également des incendies très importants aussi en Russie, et dans le pourtour méditerranéen qui est extrêmement vulnérable. On a eu des départs de feu un peu partout. Et ce qui est exceptionnel, c'est que maintenant, il n'y a pas finalement de limite été, hiver, printemps. On a parfois des feux de forêt
pratiquement en plein hiver. Donc, si vous voulez, c'est des résultats des bouleversements climatiques qu'on est en train de vivre. Il va falloir bien sûr tout repenser et essentiellement repenser la manière dont nous protégeons nos forêts et rendre nos forêts moins vulnérables à ce risque. C'est ça, aujourd'hui il faut adopter une nouvelle approche pour protéger nos forêts, car les forêts aussi nous permettent de lutter contre ce changement climatique. Finalement, c'est une boucle aujourd'hui. Comment préserver nos forêts avec tous ces bouleversements? Tout d'abord, madame, je vous remercie de m'avoir invité pour donner quelques éclaircissements. Je dirais bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent en ce moment. J'espère que nous allons apporter quelques éclaircissements pour parler de ce fléau qui est une chose qui est avérée. Donc on revient à l'intervention de monsieur qui a dit il faut les dispositifs en DFCI. Oui, le mot DFCI, c'est les dispositifs en forêt contre les incendies. Il y a 3 choses clés. C'est la présence des tranchées par feu, c'est la présence des points d'eau, c'est la présence des pistes, et c'est la présence des postes de vigie. Ces éléments présents jouent un rôle très important. Donc, avant d'arriver à la lutte active, il y a ce qu'on appelle la prévention. La prévention, c'est la meilleure des choses. D'ailleurs, on dit vaut mieux prévenir que guérir. Absolument. Donc nous, au niveau de la direction générale, chaque année, on essaie de nous améliorer par l'acquisition de certains moyens de lutte. Par exemple, cette année, nous avons acquis 80 camions CCFR. C'est pour un petit peu combler le manque au niveau de certaines conservations. On travaille en collaboration directe avec la protection civile, avec d'autres secteurs. Notre politique, c'est l'approche participative. Depuis, nous, au niveau de la Direction générale des forêts, notre travail il ne débute pas à partir du 1er juin, mais notre travail débute à partir de la clôture de c'est-à-dire octobre de l'année d'avant. Comment les populations riveraines à la forêt. Il y a des projets qui sont pris à la charge de l'État. On accompagne ces populations par des plantations. On les accompagne par des distributions de ruches. On permet à ces populations d'utiliser l'espace forestier pour leurs besoins. Il y en a qui y vivent, oui, c'est un espace aussi économique. On les accompagne pour un petit peu améliorer leur cadre de vie. Dans le cadre de la lutte, la majorité, je dirais, l'ensemble des ouvriers qui travaillent ou qui agissent ou qui interviennent au niveau des postes de vigie et d'intervention sont des enfants, sont des gens qui sont issus des populations riveraines. Donc, même des fois, les parents de ces ouvriers nous aident. C'est-à-dire qu'il y a une implication de la société civile et de la population. Je ne sais pas si je vais continuer. Donc, notre travail, c'est la prévention. La prévention, quand il y a une bonne prévention, quand il y a de la sensibilisation, quand on dit prévention, c'est-à-dire qu'il y a des travaux que l'administration prenne en charge. C'est-à-dire qu'au niveau des aménagements, le problème dont tu as pointé... Les aménagements des forêts... Professeur Oldache, oui. C'est vrai, dans notre loi, l'ancienne loi et la nouvelle loi, prévoient que chaque forêt doit avoir un plan d'aménagement. Le plan d'aménagement, il est conçu pour une durée, en général pour 10 ans. Et puis, il est réactualisé chaque année. C'est vrai que ces dernières années, il y a des forêts qui ont été délaissées. Il y a d'autres, c'est des plans d'aménagement qui sont anciens, qu'il faut renouveler. Avant de terminer sur cette question, je vais vous proposer de faire un petit tour du côté de Bouira, justement, où il y a un plan qui a été mis en place, bien sûr, tout un dispositif pour prévenir contre les incendies, pour lutter au mieux contre les feux de forêt. On regarde ce reportage et on revient après pour terminer le débat. Conformément aux mesures prises par le gouvernement en vue de mettre en place un système de veille performant durant cette saison estivale, la wilaya de Bouira a été renforcée par la réalisation d'un héliport dans la région de Bouchloul. Un moyen qui facilitera l'intervention des équipes de la protection civile en cas de départ de feu, afin d'agir rapidement et efficacement pour limiter les dégâts.
Le coût du projet est estimé à 80 millions de dinars. Les travaux ont été entamés le 2 mars 2023 et s'achèveront d'ici la fin du mois de mai. En ce qui concerne les dimensions de la plateforme, c'est 120 mètres sur 100 mètres. Ce projet est d'une importance capitale pour faciliter les interventions des équipes aériennes relevant de la protection civile et de l'armée nationale populaire. Ce projet est réalisé au niveau de la commune de la Djiba, à Shri'a, car c'est une région montagneuse avec un terrain très accidenté, rendant la forêt pratiquement inaccessible. Le choix de la réalisation de cet héliport dans cette région est stratégique. Situé en plein milieu de ces montagnes et à proximité des sources d'approvisionnement en eau potable, notamment du barrage de Tilzdit. Nous avons également lancé des chantiers pour la réalisation de 91 km de chemins forestiers. La conservation des forêts de la wilaya de Bouira a pris toutes les mesures nécessaires pour faire face au risque des feux de forêt. La conservation des forêts a établi un programme qui consiste à aménager 91 km de chemins et sentiers forestiers répartis sur 17 sites au niveau de la wilaya. Concernant les sentiers forestiers, nous allons entamer les travaux de réalisation de 48 km et l'ouverture de 18 km supplémentaires dans le nord de la wilaya. Ces mesures font partie de la stratégie de l'État visant la protection du patrimoine floristique et faunistique. Voilà, un reportage réalisé par Mariam Damis. Donc on comprend aussi la difficulté des terrains, parce qu'on parle de terrains accidentés, difficulté d'accès. Comment est-ce que, au niveau de la protection civile, on parlera aussi de la Direction générale des forêts, comment est-ce que les moyens se déploient? Vous savez que nous avons quand même des plans préétablis. Il faut savoir que, comme dit mon collègue, la saison se prépare bien avant. On fait un peu ce qu'on appelle d'abord la préparation. La préparation, c'est l'identification de l'ensemble, si vous voulez, des points qui nous permettent de prendre des décisions adéquates au moment opportun. Les accès sont bien sûr répertoriés. Est-ce qu'ils répondent aussi aux critères précis qui nous permettent d'agir avec nos engins? Parce qu'il faut savoir qu'on a différents types d'engins. Il y a d'engins légers, d'engins lourds. Donc le terrain doit supporter un peu le déploiement de ces moyens. Donc nous identifions l'ensemble de ces accès bien sûr, sur la base de données que nous disposons avec le système SIG. Nous avons quand même une équipe spécialisée qui se charge de ce travail. Et à travers l'identification de l'ensemble de ces points, nous permettent justement de mettre en place, si vous voulez, des scénarios de déploiement des moyens. Ce qui nous permet un peu de gagner du temps. Le jour J où nous avons besoin, nous connaissons exactement par quel itinéraire, le meilleur itinéraire possible, pour pouvoir arriver rapidement et éteindre. C'est vrai qu'il y a certains foyers qui restent quand même inaccessibles. Maintenant, on utilise d'autres techniques. Il faut savoir que nous déployons aussi des moyens pédestres qui agissent justement à travers leur expérience acquise lors de leur formation, qui leur permettent un peu d'intervenir, mais nous avons aussi le complément des moyens aériens qui apportent un peu le plus, qui nous permet de venir à bout de l'ensemble un peu de n'importe quel sinistre, éventuellement. Mais le point fort sur lequel nous devons toujours axer, c'est surtout le volet préventif. Et le volet préventif, c'est sensibiliser, préparer aussi, et sensibiliser aussi les collectivités locales. Il faut un peu. C'est multisectoriel. Voilà, aujourd'hui, la lutte anti-incendie, c'est plusieurs ministères, l'enseignement supérieur également, la recherche. Tout cela doit être au service de la lutte anti-incendie. Pour cette année, le plus a été aussi l'accompagnement des comités de village. Nous avons énormément travaillé avec les comités de village, avec les associations, sur la façon d'abord ce qu'ils doivent faire avant, pendant et après. Et ces connaissances acquises vont permettre certainement que nos concitoyens deviennent finalement des acteurs de la prévention, mais aussi des acteurs aussi de la préservation. Parce qu'en fait, tout dépend du moment de l'alerte aussi, pour la première intervention, qui est après la prévention, je pense, l'élément le plus important. Voire déterminant. Voilà. C'est pour ça que justement... Cela nécessite l'implication de la population. Je saisis aussi cette opportunité qui m'est offerte de lancer un appel à nos citoyens, le geste citoyen, je dirais, le plus important pour nous, sur lequel on se base pour qu'ils puissent nous aider, c'est alerter le plus rapidement possible, quel que soit, vaut mieux comme on dit, par excès que par défaut. Et il faut absolument alerter
alerter. Il y a des numéros qui sont à la disposition de nos concitoyens, le 14, le 10, 21. Il y a le numéro vert de la DGF également, donc, le 10 70. Voilà. Donc il faut alerter, parce que plus tôt on est averti, le plus rapidement on intervient rapidement, donc les dégâts forcément vont On viendra être tout à l'heure sur le système d'alerte et comment pouvoir alerter dans des zones un peu éloignées. On vient de voir une carte. Est-ce que c'est les moyens mobiles de la protection civile Voilà, c'est juste pour que nous ayons une idée sur le déploiement des moyens. Il faut savoir que le dispositif cette année a été extrêmement renforcé. Au niveau matériel et humain ? Absolument, sur les directives de notre département ministériel. Nous avons bien sûr mis en place pratiquement 65 colonnes mobiles qui sont réparties, comme vous l'avez vu sur la carte. Et si vous voulez, c'est un total de 19 000 hommes de tous les moyens qui sont mobilisés au quotidien. Avec 505 unités opérationnelles et 65 colonnes mobiles. Et en plus de ça, nous avons également mis en place 4 regroupements de moyens supplémentaires qui n'existaient pas l'année passée, que nous avons aussi mis en pratique cette année. Et ces moyens vont encore renforcer les moyens opérationnels existants en cas de nécessité. Et on se base sur le principe, bien sûr, de la solidarité et du secours. Ça veut dire qu'un temps très court, nous pouvons mobiliser beaucoup de moyens. Que ce soit des moyens terrestres, une solidarité terrestres, mais également des moyens aériens. Et le dispositif a été pensé cette année de façon à essayer le temps de réponse. Ça sera vraiment un temps de réponse le plus court possible. Très réduit. Professeur Oldache, qu'est-ce qui rend nos forêts aussi vulnérables aujourd'hui ? On sait qu'il y a certaines régions qui sont plus touchées que d'autres. On a pris l'exemple de Bouira, par exemple. Il y a aussi Tizi Ouzou, Béjaïa, des régions où les feux de forêt sont enregistrés chaque année. Donc il y a des forêts peut-être plus vulnérables que d'autres régions. Qu'est-ce qui rend nos forêts aussi vulnérables ? Nos forêts sont vulnérables pour une raison très simple. La majeure partie des essences qui constituent ces forêts sont très inflammables. Donc, je fais allusion par exemple au pin d'Alep. Le pin d'Alep, les résines en général sont très inflammables, mais le pin d'Alep en particulier, contrairement il y a d'autres résines. Le cèdre par exemple, il est moins. À cause du sous-bois qui ne brûle pas facilement. Mais pratiquement 800 000 hectares, peut-être plus, sont constitués avec du pin d'Alep. De notre couvert végétal. Du couvert donc des forêts. Donc là, il y a le pin d'Alep, il y a le sous-bois aussi. Parce que le sous-bois est constitué aussi d'espèces très inflammables comme le Calicotum spinosa par exemple, le Gundol. Il y a d'autres espèces aussi, Erica arborea. Il y a des espèces qui sont justement, c'est pourquoi. Et là aussi, c'est une erreur à corriger justement. C'est auparavant, les reboisements qu'on faisait, c'est pratiquement 80% de pin d'Alep. C'est un peu pour le barrage vert aussi à l'époque. On est revenu sur cette décision. Oui. Effectivement. Alors que ce qu'il faut, c'est faire un mélange. Les résineux ne doivent pas dépasser les 50% et le reste c'est des feuillus. Mais on sent aussi l'importance de la recherche scientifique aujourd'hui dans les luttes, dans tous les domaines aujourd'hui. Est-ce que vous êtes associé aussi dans les plans de lutte anti-incendie, contre les feux de forêt? Est-ce qu'aujourd'hui cela est pris en considération au niveau de la Direction générale des forêts? On sait que les forêts ne se régénèrent pas à 100%, on récupère jamais tout le massif forestier qui est perdu. Est-ce qu'on pense à planter des essences moins inflammables? Oui, madame. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Institut national de la recherche forestière, l'INRF. Nous travaillons avec l'université. Comme il a dit monsieur, évidemment, la majeure partie des forêts algériennes, c'est des forêts qui sont constituées du pin d'Alep. Le pin d'Alep, en plus de sa résine, l'éclatement des cônes, quand le cône éclate, donc il saute. Donc c'est très c'est vrai, il y a une politique qui s'installe, il faut diversifier les espèces. Il y a même une idée, il faut planter même le pontia, il faut planter le caroubier, il faut faire des tranchées complanter pour que s'il y a une espèce qui est inflammable, l'autre il peut. Donc tout ça, mais Alors, on le sait, on a cette donnée, cette information. Est-ce qu'on le fait?
Oui, on le sait. On arrive on essaye de diversifier aujourd'hui notre couvert végétal. Nous, notre souci, c'est de protéger ce qu'on a. On essaie de protéger. Parce que des fois, surtout quand au nord, il y a la majorité, il y a des feuillus. Donc, c'est vrai, il y a les incendies, les ravages, ils consument des superficies, mais après un moment, il y a des rejets de souches. Mais les régionaux, des fois, s'il n'y a pas de régénération par la graine, c'est une catastrophe. Donc nous, on essaie de protéger ce qu'on a, malgré on sait pertinemment que ces espèces, ils sont très inflammables, donc, mais on essaie de les protéger. Aujourd'hui, il est important de préserver ce qu'on a déjà. On doit préserver ce qu'on a et on doit penser à l'extension. Donc après, on va parler du barrage vert. Parce que c'est... aussi un plan de lutte. D'ailleurs, ces dernières années, comme vous le savez, cette année, la répartition des pluies, c'est une répartition qu'on voyait même au niveau de l'agriculture. Il y avait des quantités très fortes. Après, il n'y avait rien. Les champs, ils sont à la fin. Heureusement que à la fin, on a eu un petit répit d'un mois, on va dire, avec les pluies du mois de mai. C'est-à-dire que les sols... Avec l'apport de tout le monde, avec la volonté de tout le monde. Mais d'ailleurs, vous m'avez donné des statistiques. Vous avez enregistré moins de départs de feu par rapport à l'année dernière grâce aux pluies du mois de mai. Cette année, avant le 1er juin, nous avons recensé 112, 113 foyers pour 200 hectares. Avant la campagne, durant la campagne, depuis le 1er juin. Aujourd'hui, nous avons recensé 14 et 10, quelque chose. La plupart, c'est 10 hectares. Aujourd'hui, il y avait un incendie. C'était des oliviers, quelqu'un qui a fait un... Donc, pour le moment, on dit alhamdoulilah. Mais on doit s'attendre, la vigilance doit être de mise. Nous demandons, nous appelons les populations. Nous leur dirons que les incendies, c'est l'affaire de tout le monde. C'est le slogan de cette année. On essaye de lutter contre ce fléau parce que les effets qui viennent après les incendies, ce n'est pas que l'arbre qui est mort. Il y a les effets d'ensablement qui arrivent, il y a les effets d'envasement des barrages, il y a les effets de glissement de terrain. Tout ça, c'est un ensemble qui est dû à la disparition de l'arbre. Donc on le disait, les forêts aussi, ça nous permet et de vivre et de lutter contre ces changements climatiques. Vous disiez tout à l'heure, il y avait l'implication de la société civile, de la population. Il faut aussi impliquer les agriculteurs qui sont souvent pointés du doigt dans les départs de feu. Et juste pour rappeler les chiffres de l'année dernière, pour le bilan des incendies de l'été 2022, 28 000 hectares de forêt sont partis en fumée, sans parler du tragique bilan des pertes humaines, bien entendu. Aujourd'hui, souvent, on accuse les agriculteurs de ne pas être assez formés et d'être à l'origine de certains départs de feu. On ne va pas parler des départs de feu criminels parce qu'il y en a aussi beaucoup. Mais aujourd'hui, il faut aussi former les agriculteurs. Vous m'en parliez aussi tout à l'heure, sensibiliser aussi cette frange de la société. Vous savez, cette année, il y a un effort qui a été fait en matière de sensibilisation et surtout d'accompagnement. Il y a eu carrément une opération d'accompagnement. Nous avons mis en place, indépendamment de la campagne de sensibilisation qui a commencé très tôt cette année, qui a démarré pratiquement à la mi-avril, parce qu'il faut savoir que les récoltes commencent très tôt dans le sud, contrairement au Wilaya du Nord. Donc nous avons commencé justement par sensibiliser, former sur la première intervention, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de machines qui sont utilisées, donc il faut que des opérateurs... La campagne moisson-battage a débuté aussi. Donc nous les avons formés, et en plus de ça, nous avons mis en place des dispositifs à cette anticipation opérationnelle pour pouvoir justement être là, présents, les accompagner, pour qu'on préserve, assurer un peu notre sécurité alimentaire. C'est très important. Parce qu'il y a les récoltes, les cultures céréalières qui sont touchées. Absolument. À ce titre, justement, nous sommes jusqu'à maintenant, nous avons d'excellents résultats. J'espère que cette dynamique va continuer. Est-ce que les agriculteurs jouent le jeu ? Vous savez que c'est très difficile, mais il faut faire un travail d'approche pédagogique, ce que nous essayons de faire, pour leur expliquer que leur intérêt va dans la préservation de leurs biens. Et de préserver leurs biens, il faut qu'ils adhèrent au principe de respecter les normes de prévention. Et les normes de prévention sont très, très simples.
à assurer, donc ils doivent jouer le jeu. C'est un peu dans leur donc au-delà des moyens à mettre en place, il y a aussi un problème de comportement. Absolument, nous essayons de leur expliquer que certains comportements sont à bannir, ceux qui peuvent donner naissance à des départs de feu, parce qu'il suffit de rien du tout pour pouvoir... justement, on a eu des incendies dont le départ de feu, c'était juste des gens qui préparaient un thé à côté d'un champ. Donc il faut être extrêmement vigilant, leur expliquer quels sont les comportements à risque pour qu'ils évitent ces comportements à risque et qu'ils soient, si vous voulez, un maillon fort de la chaîne de la prévention. Alors aujourd'hui, professeur Ouldache, quels sont les meilleurs moyens pour protéger nos forêts et lutter au mieux contre ces incendies? Vous parliez de tranchées tout à l'heure à réaménager. Qu'est-ce qu'il y a aussi lieu de faire? Justement, donc la principale opération, c'est, comme je l'ai dit, c'est la prévention. Oui, donc prévention. Il y a l'aménagement. Agir en amont. Il y a certains donc en aménageant une forêt, donc, et justement le fait d'aménager la forêt, on la rend rentable. Et donc, ça justifie sa protection. Et donc, il y a une action aussi qui est utilisée dans certains pays, nous, c'est timidement, c'est l'ouverture de la forêt au pâturage. Ça peut être contradictoire, mais pourtant, le pâturage permet le fait que les espèces qui brûlent facilement sont mangées par le bétail, donc la forêt brûle moins. Il y a donc au niveau on a une richesse pour le pays, c'est le chêne-liège. Or, on sait que le chêne-liège, après démasclage, est très vulnérable. Autant tant qu'il a le liège, il le protège, même s'il y a un incendie, il est protégé, mais une fois démasclé, il devient très vulnérable au feu. Et justement, pourquoi il est vulnérable? Parce qu'il y a des espèces qui les espèces accompagnatrices sont très vulnérables au feu. Elles brûlent facilement, elles sont très pyrophiles. Et il y a une opération qui se fait donc en aménageant ces subrés, c'est l'opération de démaquisage. Oui. Il faut enlever, débroussailler carrément. Et laisser, il y a des espèces comme l'arbousier ou d'autres espèces qui ne brûlent pas facilement. On peut les laisser. Il y a une espèce qui enrichit le sol en azote, donc elle est bénéfique. Mais les espèces qui brûlent, il vaut mieux les enlever. Ouais. Et donc c'est une opération qui ce sont des opérations qui permettent de protéger quand même nos forêts. Et d'avoir des incendies moins forts, moins intensifs, moins ravageurs. En matière d'intervention, donc le monsieur avait parlé effectivement d'intervention rapide. Effectivement, justement, il y a un travail préalable à faire pour que ces interventions soient rapides. Je fais allusion à la réalisation de cartes de visibilité. C'est très important. C'est la cartographie, hein. Vous parlez de visibilité. C'est pas la même chose? C'est des cartes, c'est spécialement pour le DFC. Donc là, ça nécessite l'installation de postes vigie aussi, des postes vigie ou postes de guet, qui permettent de faire par triangulation, on peut déterminer avec exactitude le point de départ de feu. Et on va intervenir facilement. D'accord. Oui, vous vouliez répondre? Oui. Vous savez que c'est vrai que le professeur a tout à fait raison. Il y a des expériences qui sont tentées, notamment en Colombie, dans le pâturage, qui a apparemment donné d'excellents résultats. Mais je voudrais revenir un peu sur vous savez qu'en matière de vigilance, nous avons introduit des outils d'aide à la décision, notamment ce qu'on appelle les indices d'inflammabilité. Qui, si vous voulez, c'est un travail qui est effectué par nos officiers spécialistes en collaboration avec les services de météo, et ça permet justement d'avoir une carte et un bulletin météo journalier qui indique les indices si vous voulez, d'inflammabilité. Et ça nous permet justement, ces indices, de mettre en alerte et, si vous voulez, mettre en service les plans qui sont préétablis. C'est un déploiement qui nécessite un déploiement très important dans les zones extrêmement vulnérables, ce qui nous permet justement d'être présents en cas de départ de feu. Et c'est vrai que pour rendre une forêt, je rejoins votre idée, moins vulnérable, c'est les aménagements. Les travaux préventifs restent quand même la première barrière. Parce qu'en matière de prévention, on parle souvent de barrières par rapport au risque. Plus on met de barrières,
plus on réduit la vulnérabilité. Et ces aménagements sont d'excellentes barrières pour réduire la vulnérabilité. Et justement, l'implication de la population, l'implication de la société civile, c'est aussi une muraille sur laquelle on compte pour avoir moins d'incendies aussi. Vous voulez intervenir? Oui, donc je voulais ajouter et de dire que on parle toujours de prévention. Donc les travaux de prévention, vous avez parlé des aménagements évidemment, mais l'administration forestière, elle réalise des travaux dont toujours le but final c'est de protéger la forêt. Donc il y a des ouvertures de pistes comme vous avez constaté, il y a des aménagements de pistes, il y a des ouvertures de TPF. Cette année par exemple, on a réalisé un certain nombre de grandes superficies de TPF à Taraf. On a réalisé des tranchées par feu à Khanchla. Les services, les structures qui utilisent l'espace forestier ou qui activent à la proximité des forêts sont obligés de réaliser certains travaux qui leur sont confiés. Par exemple, les agriculteurs, chaque année, via les services de la DSA, sont obligés de créer des tournières de 5 à 10 mètres de tout individu qui a un champ limitrophe à la forêt. Donc on crée des bandes. Pour les bandes qu'il faut débroussailler, les routes ou les pistes, ou surtout les routes qui longent les massifs forestiers, les points d'eau. On arrivera. Les routes qui longent sont des ressorts de l'ADTP. Et l'ADTP, il est tenu à faire le talutage, à enlever toute la végétation susceptible. Nous, dans le cadre de réalisation des travaux, ce qu'on appelle des travaux sylvicoles, aux abords des routes et des pistes, on réalise ce qu'on appelle des petites tranchées dénudées de toute végétation. Ligneuse, on ne laisse que la végétation à haute tige. On fait les lagages. Donc on essaye d'éliminer toute chose susceptible de propager encore davantage le feu. Pour ajouter, les chemins de fer sont censés, les abords de la voie ferrée ils sont obligés de débroussailler et de dégager. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui font un travail avec nous pour protéger cette forêt. Néanmoins, ça reste insuffisant. Oui. Ça reste insuffisant. Ça nécessite plus de moyens humains aussi. Oui, c'est les moyens. L'humain qui manque. C'est le plus important. Il a dit, il a dit la carte de visibilité. Oui, on a des cartes de visibilité. Nous avons des postes vigies qui sont érigés dans des points très hauts, où les ouvriers qui travaillent 24 sur 24, équipés de jumelles, ils peuvent détecter là où il y a un incendie. Dès qu'ils détectent, ils informent par radio la brigade de première intervention, il informe directement la protection civile. Oui. Ça, c'est quand on est équipé de radio, parce qu'il y a des endroits isolés où il n'y a pas de ligne téléphonique, où il n'est pas possible de lancer l'alerte également. Alors, je vais continuer pour dire très peu de temps que tout le monde travaille. Nous avons signé une convention avec Algérie Télécom où ils se sont engagés de placer des pylônes dans des zones de silence où il n'y a pas de champ. Donc, eux, ils ont la politique pour aider les populations riveraines à bénéficier de cette technologie. Nous, on bénéficie de leur... Très bien. Alors, on n'a pas eu le temps de parler du barrage vert et de la désertification. Je rappelle juste que cette semaine, il y a un comité scientifique et technique lutte contre la désertification et la restauration du barrage vert a été lancé. C'est là qu'on a parlé de la nécessité aussi de diversifier donc l'essence, de ne plus aller vers le pain d'Alep pour éviter les maladies, éviter ces incendies et ces essences inflammables. C'est aussi important et de rendre un peu aussi le barrage vert un programme socio-économique qui fasse participer toute la population autour. Professeur Oldache.
Effectivement, puisqu'on parle de lutte contre la désertification, une opération a été lancée au début des années 70, oui. Par le président Ouali Boumediene. Donc c'est un immense projet qui porte sur une superficie de 3 millions d'hectares, qui va de la frontière marocaine, donc du sud-ouest, vers le nord-est. J'ai une petite carte, mais c'est pas... Non, c'est pour dire aussi qu'on appuie la nécessité de faire participer la recherche scientifique également dans la relance de ce barrage vert. La dernière parole vous revient, colonel Achour, sur cette saison estivale, comment l'appréhend-on? Je voudrais juste que l'État a mis beaucoup de moyens. Il faut penser qu'on a la réhabilitation de pratiquement de 10 points, soit héliports, soit aérodromes, pour l'intervention rapide des aéronefs. Également des moyens très conséquents pour pouvoir justement impliquer tout le monde. Et je profite de l'occasion aussi pour dire que le 24, ça sera une journée fil rouge. Oui. À travers, c'est une opération qui a été montée en collaboration avec la télévision nationale, la radio nationale, bien sûr avec aussi notre département ministériel, pour justement essayer de sensibiliser tout le monde, parce que c'est la préservation de notre patrimoine forestier. On est tous responsables, quel que soit notre statut, et il faut que tous ensemble nous agissons pour protéger nos forêts. Très bien, merci. Et puis vigilance pour tout le monde, que tout le monde soit impliqué et fasse attention et donne l'alerte, et surtout ne pas faire de barbecue, de choses un peu dangereuses sans prendre le temps d'éteindre soigneusement derrière soi. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Nous allons passer à notre deuxième thématique, parce qu'on l'a dit dans l'introduction, la saison estivale, ce n'est pas que les incendies, il y a aussi le côté plaisir et bien sûr les vacances, le tourisme en Algérie, le tourisme local en Algérie. On va en parler tout de suite avec nos invités. Je vous propose de faire un petit tour du côté de Tipaza, où un très vieil hôtel qui a vu le passage de célébrités est en pleine rénovation. Avec ses paysages époustouflants, ses nombreuses plages, criques et sites archéologiques qui lui confèrent une beauté singulière, Tipaza reste l'une des destinations privilégiées des Algériens durant la saison estivale notamment. L'an dernier, 13 millions d'estivants ont séjourné dans cette wilaya côtière. Cet été, il leur sera enfin possible de séjourner à l'hôtel Césarée dans la commune de Chirchel. Après avoir atteint un stade avancé de dégradation suite au séisme de 1980 et 89, il rouvrira ses portes prochainement à l'occasion de la saison estivale 2023 au grand bonheur des nostalgiques. C'est un hôtel qui a été construit en 1876, un joyau architectural. À l'époque, nous avons reçu le comte et la comtesse de Saint-Exupéry qui séjournaient souvent plusieurs années pendant l'été à Chirchel. Il a hébergé également Madame Kennedy qui a séjourné à Chirchel, vu le nombre de personnalités qui ont séjourné. Donc c'est un patrimoine. Les travaux de réaménagement de cet hôtel mythique ont commencé en décembre 2022. L'objectif est de préserver le cachet architectural et historique de ce monument de la ville de Chirchel, tout en proposant des services à la hauteur des attentes des résidents de cette infrastructure qui demeure importante pour la relance de l'activité touristique dans cette partie ouest de Tipaza. On a opté pour garder l'aspect historique de l'hôtel, tout ce qui est façade, tout ce qui est extérieur, on a gardé, en modernisant, en faire des choses nouvelles, mais en gardant toujours l'allure d'époque. C'est une chambre pratiquement 100% made en Algérie, que ce soit le mobilier, que ce soit le tapis, que ce soit les lits. L'hôtel, il possède 30 chambres avec une capacité de 60 lits pratiquement. Si ce n'est pas plus, on est pratiquement à 70% de réalisation des travaux. On opte pour qu'elle soit, Inch'Allah, l'hôtel qu'il soit, Inch'Allah, prêt le mois d'août. Et parce que Tipaza n'a pas que ses plages à offrir, un programme varié a été concocté pour les visiteurs. Un petit tour au village touristique 7 nous a permis de faire une idée de ce qui les attend. Nous avons prévu un solarium. Il consiste à mettre en place des baldaquins, des transats, voilà, pour bénéficier du soleil en matière d'hébergement. Plus de 1596 lits. En matière de restauration, plus de 2000 couverts par jour. On a prévu un programme trop varié et riche à travers les 4 unités, dans les espaces verts,
dans les amphithéâtres, dans les piscines. Maintenant, on ne se limite pas qu'aux plages, on diversifie les activités allant vers des activités culturelles, des activités liées à l'environnement, à la montagne, aux forêts. L'artisanat qui prend un volet assez intéressant parce que les gens viennent et ils veulent avoir beaucoup d'objets, de souvenirs. Avec une côte qui s'étend sur 123 km jalonnés de nombreuses plages et baies, un parc hôtelier en constante évolution et des structures d'accueil en tout genre, Tipaza promet à ses visiteurs des vacances riches en couleurs et en découvertes. Un reportage réalisé par Majda Djahmoun. Alors, comment développer le secteur du tourisme en Algérie? Pour en parler, nous accueillons Madame Saliha Nasserbey. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de l'Office national du tourisme. Merci d'être avec nous. Merci. Nous accueillons également Monsieur Abdelhamid Terghini. Bonsoir. Vous êtes chef de cabinet au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Et nous accueillons également avec nous ce soir Monsieur Mourad Koudil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes opérateur privé et chef d'une agence de voyage. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs, dames. Alors, on l'a entendu dans le reportage. Qu'est-ce qui nous attend cet été? Je vous pose la question. On se projette sur combien de nombre d'estivants? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste pour rappeler aujourd'hui que le secteur touristique participe à hauteur de moins de 2% au PIB national, hors hydrocarbures, bien entendu. Aujourd'hui, on veut bien sûr aller vers un plus grand chiffre. Comment augmenter justement ce chiffre, comment rendre le secteur touristique, on va dire, avec un apport économique certain derrière et sûr? Merci pour cette question. C'est vrai que actuellement le secteur du tourisme ne participe pas à une grande échelle en termes de PIB, mais pour augmenter ce chiffre, il faut beaucoup de paramètres, beaucoup de travail aussi. Donc nécessairement, pour y arriver, nous avons mis une stratégie élaborée par notre secteur, et c'est une stratégie qui vise essentiellement à instaurer un moteur de croissance à travers l'investissement. L'investissement est un facteur de développement territorial et c'est un facteur aussi de développement socio-économique, de création d'emplois et de richesse. Donc c'est à travers cette stratégie que nous voulons élever ce PIB et aller de l'avant pour créer donc cette croissance et en même temps avoir toutes les conditions réunies pour que l'Algérie devienne une destination. C'est vrai que les années 70, l'Algérie était déjà une destination. Nous recevions pas mal de touristes étrangers du bassin méditerranéen. Et nous voulons reprendre un peu cette place. Et je pense que c'est pas chose difficile. Donc il suffit juste de respecter notre vision, notre schéma directeur pour la mise en tourisme de l'Algérie. Et je pense que l'Algérie dispose de moyens et dispose surtout de potentiel naturels et patrimoniaux. Qu'est-ce qui empêche ce décollage? On va pas prendre en compte les dernières années de pandémie où ça a freiné complètement le secteur touristique, où ça a peut-être permis de redécouvrir le tourisme local chez nous parce qu'on s'est orienté vers le tourisme intérieur. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le décollage de ce secteur touristique, sachant que le budget accordé au secteur touristique reste peut-être en deçà de ce qu'il faudrait pour lui permettre de se développer davantage? Je pense que, il n'y a pas de blocage, mais il faut rattraper pas mal de retard en termes d'infrastructure, de formation, il y a beaucoup de choses. C'est toute une chaîne touristique qu'il faudra mettre en place, c'est un écosystème qu'il faudra mettre en place. Toute l'industrie touristique à mettre en place. Au niveau mondial, le tourisme est devenu une véritable industrie. Je pense que l'Algérie doit s'intégrer dans cette dynamique à travers, bien sûr, la mise en place d'infrastructures parce que le potentiel naturel, il est là, on le voit en image. Donc il suffit juste. Est avéré, donc on ne peut pas le cacher. On a le tourisme balnéaire, le tourisme des montagnes, tourisme saharien. On a toutes sortes de tourisme aujourd'hui que nous pouvons développer. Alors au niveau de l'Office national du tourisme, justement, dites-nous qu'est-ce qui nous attend pour cet été, pour la saison estivale? Quels sont vos pronostics?
Donc l'Office national du tourisme, il faut le rappeler que c'est un instrument privilégié du secteur pour la promotion de la destination Algérie. Donc faire valoir, faire découvrir toute cette beauté naturelle, vendre l'image, vendre le rêve aussi. Oui. Et puis donc l'Office national du tourisme a son programme. Son programme cette année consiste en cette envie, disons, d'intégrer tout le monde, de lancer cette culture, d'ancrer la culture touristique chez l'enfant, chez nos élèves. C'est important aussi. C'est très important. Et d'ailleurs, on a préparé un spot pour le lancement de la saison touristique. Le slogan cette année, c'est que cet été, je choisis mon pays. Et puis, donc, on a été, peut-être c'est nouveau pour le spot, c'est faire donc un storyboard, deux enfants, deux amis qui se rencontrent. L'un qui dit je partirai à l'étranger, l'autre qui essaie de le convaincre, il lui dit Kain kul shwi bladna, il lui montre, etc. Et puis ces enfants, les deux, arrivent à convaincre leurs parents et ils vont choisir comme destination pour leurs vacances l'Algérie. Et c'est ça. Donc il faut se concentrer peut-être sur le tourisme local et intérieur au lieu d'aller d'abord après sur le tourisme à l'international. Exactement. De toute façon, la stratégie du secteur, c'est d'encourager, de booster le tourisme domestique. Donc on travaille tous là-dessus. Et voilà. Donc bien sûr, on a fait déjà l'année passée et on a vu l'engouement. Monsieur Koudil. Monsieur Koudil va nous dire un peu plus sur l'engouement de la famille algérienne pour découvrir l'Algérie, que ce soit la saison saharienne ou la saison estivale. Et puis nous sommes là pour un petit peu inciter, pour faire de la promotion, de la publicité. C'est important aujourd'hui d'être présent sur tous les supports pour vendre cette image de l'Algérie. Alors, Monsieur Koudil, vous êtes spécialisé dans le tourisme local. Est-ce que vous avez remarqué une différence entre la post-pandémie et avant-pandémie, ce qui a un intérêt plus particulier pour la destination Algérie, pour le tourisme intérieur, avant et maintenant? Alors le changement, c'est vrai que c'est flagrant. Flagrant, on était en plein gouffre et là on sort un peu de... C'est-à-dire l'Algérien redécouvre son pays finalement. Carrément, il redécouvre, pas que l'Algérien aussi, même les autres pays s'intéressent maintenant à l'Algérie. On parlera de cette partie-là, mais d'abord on va parler de nous, Algériens, entre nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Algérien découvre ou redécouvre son propre pays. Exactement. Se réconcilie, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on choisit les destinations chez nous. Là maintenant l'Algérien commence à voir ce qu'il y a autour de lui, en fait. Voilà. Il commence à voir la wilaya qui est à côté, qu'est-ce qu'elle a comme potentiel. Et après, au fur et à mesure, il avance vers d'autres secteurs, en fait, parce qu'avant, on va dire, il y avait la peur. Maintenant, il n'y a plus de ça. C'est une ancienne histoire. C'est-à-dire qu'il faut rassurer sur la sécurité aujourd'hui. C'est des éléments à prendre en compte. C'est très important. Et voilà, il y a aussi le... Comment on dit les réseaux sociaux. C'est ça, maintenant la force de frappe se fait à ce niveau-là, je pense. Et tout se fait au niveau des réseaux sociaux. On regarde presque plus les autres médias, papier, support écrit, c'est le téléphone. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez enregistré un engouement pour le tourisme intérieur? Vous avez des chiffres par rapport à votre agence? Pour vous dire, on n'a pas eu de répit toute la saison 2022-2023. D'accord. Donc ça a boosté au moins le travail au niveau des agences de voyage qui travaillent sur le local. C'est-à-dire même par rapport à nous, c'était prévisible, mais après il ne fallait pas prendre trop de risques par rapport au recrutement, par rapport à ramener de... Mais là, on était vraiment... Alors quelle est la saison qui fonctionne le mieux? Saison estivale ou période hivernale pour le sud? Pour Timbo Voyage, c'est plus le sud. Pour le sud, c'est ça. On le voit avec votre chef, vous êtes peut-être plus spécialisé dans le tourisme saharien. Aujourd'hui, il est important de se concentrer sur le tourisme local, de valoriser notre potentiel d'abord, même si on le verra peut-être après que l'offre est peut-être en deçà de la demande. Mais aujourd'hui, vous parlez de réconciliation de l'Algérien avec son propre pays. C'est aussi une question de cohésion, d'union nationale, de découverte de la richesse de nos régions. Le tourisme a démontré que... C'est-à-dire c'est un facteur
de cohésion sociale, et de découverte de l'autre et de vivre avec l'autre. Et ça permet à l'être humain de s'émanciper, de connaître d'autres civilisations, d'autres populations. Et le tourisme actuel dans le monde, c'est un tourisme qui est soft, qui s'intéresse donc aux activités autochtones, des gens, c'est-à-dire des populations locales. Et je pense que notre tourisme pourrait jouer un grand rôle pour permettre un développement territorial équilibré et équitable pour tout le territoire. Nous avons un grand pays, un pays continent. Donc il faudra que tout le monde en profite. Encourager le tourisme domestique chez l'habitant, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de tourisme aujourd'hui qu'on peut développer chez nous. Et ça se fait déjà au sud, hein. On va chez l'habitant. Hein. Pas que le sud. Oui. Hein. Oui, pas que. Hein, déjà, ça se voit, mon visage est un petit peu bronzé. On était en pleine montagne le week-end passé avec de très belles randonnées et on était sur une maison d'hôtes. Ah oui, c'est aussi la nouvelle tendance, on va dire, de ces dernières années, c'est les randonnées aujourd'hui. Les randonnées et puis donc ce nouveau concept qui est logement chez l'habitant, qui est une alternative, une solution peut-être lorsque c'est à la portée donc de la population et en plus quand l'offre ne répond pas à la demande. Il y a plus de demandes que l'offre, donc on pourra peut-être régler avec ça. De passer par là, d'essayer d'équilibrer, mais est-ce que c'est réglementé ? Oui, bien sûr, c'est réglementé. Oui, c'est-à-dire que c'est des gîtes, c'est des auberges spécialisées, recensées, ou est-ce que c'est tout le monde qui peut se permettre d'accueillir des touristes chez lui ? C'est encadré d'abord donc par les directeurs de wilaya, donc à travers les 58 wilayas, et puis on est en train parce qu'il y a un décret qui va donc encadrer toute. Il est en cours d'élaboration pour un petit peu bien encadrer et bien un petit peu pour qu'il y ait le confort qu'il faut, pour qu'il y ait quand même des commodités, pour qu'il y ait aussi. C'est vrai que quand il y a la demande qui est plus, ou bien la demande qui est plus forte que l'offre, hein. Donc les gens, par exemple, durant l'été, si on peut donner un chiffre, 80% des Algériens qui ont visité les wilayas côtières sont allés chez l'habitant. Nous n'avons que 20 à 25% qui sont allés vers les structures hôtelières, donc ça reste insuffisant. Nous avons au niveau du littoral environ 900 hôtels, ça représente 100 000 lits, mais quand il y a un rush comme l'année passée où nous avons enregistré environ 10 millions de touristes qui ont locaux bien sûr, donc aucune infrastructure touristique ne peut supporter toute cette masse, donc les gens se sont redirigés vers ça crée des emplois aussi, ça crée aussi de nouveaux métiers. Les populations sont associées à cette dynamique et je pense que seulement il faudra encadrer parce que quand il y a beaucoup de demandes, il y a de l'arnaque, il y a beaucoup de choses, il y a un manque de commodité qu'il faudra spécifié, il faut un cahier des charges pour que ce logement soit doté. Déjà adapté, question de sécurité, d'hygiène. En termes de confort. Donc ça se fait de par le monde. Même pour les prix, bien sûr, oui. Alors justement, est-ce qu'il vous est arrivé de refouler des gens parce que vous n'aviez pas assez d'offres à proposer ou est-ce que la demande est plus forte réellement que ce qui est offert sur nos produits touristiques ? En ce qui nous concerne, oui. Oui. C'est-à-dire on refoule parce que soit c'est-à-dire parce que nous, on est spécialisé, on va dire, dans tout ce qui est écotourisme, tourisme responsable. Et là, quand... Solidaire aussi. Exactement, solidaire. Et là, quand ça sort un peu de ce cadre, là, on préfère dire non que de faire de n'importe quoi. Alors souvent ce qui est reproché par manque d'infrastructures, c'est que la tarification est trop élevée. Même si les Algériens redécouvrent leur pays, beaucoup ne peuvent pas se permettre des vacances même dans leur propre pays parce qu'il n'y a peut-être pas cette offre derrière. Aujourd'hui, passer des vacances chez nous revient cher également. Revient cher parce que déjà... Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Actuellement, nous recensons 1590 infrastructures à travers notre territoire. Ça représente 146 000 lits environ. Et dans notre stratégie, nous devons réaliser au moins d'ici 2030 au moins 150 jusqu'à 200 000 lits, nouveaux lits, pour pouvoir être suffisamment présents sur
donc sur les plateformes touristiques mondiales. On ne peut pas recevoir autant de touristes si on n'a pas l'infrastructure nécessaire. Donc je pense que c'est une équation à mettre en place. Il faudra que l'infrastructure soit là en termes de quantité et de qualité aussi, pour pouvoir recevoir les touristes dans les meilleures conditions. Le problème se situe au niveau des infrastructures, au niveau du foncier, au niveau des aides. À quel niveau? Est-ce que c'est l'investissement? On sait qu'aujourd'hui, avec la loi sur l'investissement, on peut peut-être développer davantage le secteur touristique. Est-ce que le problème du foncier est déjà réglé ou des aides? Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais nous sommes en train de mettre en place des mécanismes. Vous savez que M. le Président de la République a donné des instructions pour la mise en place de mécanismes pour alléger l'octroi du foncier. Donc il y a eu une agence qui a été mise en place pour donner ce foncier d'une manière rapide et efficace. Et nous avons aussi, on va créer en parallèle des agences qui vont s'occuper de l'aménagement et de la préparation de ce foncier. D'ailleurs, nous recensons actuellement 249 zones touristiques réparties au niveau du territoire national. Et c'est des zones qui sont prêtes à recevoir de l'investissement et qui sont mises sur la table pour capter tous les investisseurs, que ce soit locaux ou... Il faudrait peut-être être plus offensif sur la promotion, être plus agressif, participer davantage à des salons au niveau international, au niveau national. Comment ça se passe à ce niveau-là? Il faudrait peut-être revoir aussi les missions de l'Office, la rendre plus agressive sur le terrain? Non, c'est déjà la mission, c'est une participation bien sûr au niveau des marchés internationaux classiques. Et puis cette année, la nouveauté, c'est qu'on est allé vers la conquête de nouveaux marchés pour avoir une part de ces marchés. Donc on a été en Serbie, en Bulgarie, en Croatie et la Russie. Donc la Russie, on est allé l'année passée, on est reparti aussi cette année. Et donc voilà, la Russie, c'est un marché prometteur. Il y a eu déjà un retour donc, sur la participation. On reçoit quand même des demandes pour... C'est-à-dire quel bilan faites-vous justement après tous ces salons, après tout ce travail? Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont signés dernière? Est-ce qu'il y a un intérêt qui se concrétise réellement? Tout à fait, madame. Donc il y a de l'intérêt, il y a des partenariats qui sont faits entre les tours opérateurs russes et leur homologue algérien. On est en train de voir, c'est-à-dire c'est vrai que c'est pas le rush, mais même nous aussi, notre politique, c'est d'aller vers un tourisme un petit peu sélectif. C'est-à-dire on ne cherche pas le tourisme de masse. On encourage aussi, et puis ça fait partie de notre schéma directeur d'aménagement touristique, que favoriser le tourisme durable. Le tourisme durable, c'est-à-dire qui c'est le tourisme de demain. Aujourd'hui, il y a un changement dans le comportement des touristes. On veut aller vers des destinations et un tourisme durable. Tourisme durable pour d'abord valoriser tout ce qui est naturel, culturel et social, mais en même temps préserver les sites et faire profiter la population locale des retombées de ce tourisme d'une façon équitable. C'est ça, c'est-à-dire qu'on sait vers quel genre de tourisme on veut aller, quel tourisme on veut développer. C'est celui-là d'abord, et puis il y a d'autres, il y a beaucoup de niches, c'est-à-dire qu'on est en train de développer parce qu'il y a la demande, on répond à la demande. Nous, en tant qu'office, c'est-à-dire on fait de la pub, on donne de l'information, mais nous avons donc un ministère Est-ce que le site web, il est assez dynamique, il a des informations actualisées? Le Facebook, donc, vous êtes présent sur les réseaux? On est présent, donc notre page intéresse pas mal de personnes, on voit donc le nombre d'abonnés qui augmente, et puis on présente donc une matière assez diversifiée, donc on touche même à l'artisanat, on touche au patrimoine donc musical, culturel et tout, à chaque fois. Tout ce qui est beau, on le fait montrer et on le fait découvrir. Et puis, comme je vous ai dit, donc, sous la houlette de notre département, on est en train de lancer pas mal d'opérations, donc d'ateliers de travail, notamment pour rester dans la même idée, la valorisation des routes d'Irsur, de la boucle des oasis. Et donc, le patrimoine est là, il y est, il faut le valoriser davantage parce que quand même, c'est des lieux de vie.
qu'il faut valoriser. Il y a toute qui permettent de le sauvegarder aussi. Raconte, hein, voilà, il faut sauvegarder, mais ça raconte une histoire. Ça raconte même de la préhistoire et tout. Donc c'est des trésors à préserver, mais en même temps à montrer et en être aussi. Ils finissent par disparaître. Donc le tourisme leur permet de vivre justement. Alors je pense que vous êtes d'accord avec cette vision de tourisme durable, puisque vous inscrivez dans cette logique. À 1000%. Oui, c'est-à-dire quelle est votre démarche Voilà, on est anti-tourisme de masse. Parce que qui dit tourisme de masse dit destruction de pas mal de choses. Et c'est un effet domino et tout va tomber. Un jour, il n'y aura plus de tourisme. Et du coup, je suis complètement d'accord avec madame par rapport à cette vision, à cette optique. Et voilà, on est dedans. On fait tout. Et on œuvre pour ça. Est-ce que ceux qui sont demain, les touristes, que ce soit locaux ou étrangers, sont demandeurs de cela justement? Exactement. En premier lieu. C'est eux qui demandent, c'est-à-dire c'est plus traditionnel, c'est plus proche des traditions. Le dépaysement, oui. Ils cherchent pas forcément le luxe, mais le confort, l'hygiène, bien sûr. Je peux répéter le dire de quelques clients. Ils disent on a des hôtels. On a des grands hôtels. Oui. On veut voir autre chose. C'est ça. On veut manger autre chose. On veut le contact. Être plus proche, c'est ça. On parlait de cette cohésion tout à l'heure, de la valorisation du patrimoine algérien, que ce soit sur le plan culinaire, historique, artistique. Il y a plein de niches donc à développer aujourd'hui. Il y a la loi de l'orientation sur le tourisme qui est en cours de révision. Est-ce que cela est pris en compte ou qu'est-ce qui va changer avec l'ancienne? Qu'est-ce qui doit changer? Non, changer, pas pour changer, mais pour justement intégrer ces nouvelles formes de tourisme. Le tourisme actuellement a subi une grande mutation au niveau mondial. Le tourisme maintenant est très regardant sur les destinations qu'il choisit. Donc il voit d'abord les destinations qui respectent l'environnement, qui s'inscrivent dans le développement durable, qui respectent les populations locales. Donc tout ça doit être pris en charge dans le choix du touriste. Et donc c'est à nous de lui offrir donc ce nouveau concept. Et je pense que le tourisme dans le monde est devenu plus responsable, il s'inquiète de la nature, il s'inquiète du changement climatique. Donc je pense que le touriste a pris une conscience importante qu'il faudra accompagner pour que la consommation touristique dans le monde ne soit pas une consommation dégradante pour les écosystèmes, pour les populations, etc. Donc il faudra s'inscrire dans cette optique et nous avons tout à offrir, donc à partir de l'histoire jusqu'à les montagnes. Nous avons une série donc de produits qui sont là et qui ne demandent qu'à être offerts. Et puis ça entraînera aussi un effet domino pour les autres secteurs qui se développeront derrière, les travaux publics, la santé, l'artisanat, le tourisme, l'agriculture. Moteur de croissance, c'est une locomotive pour les autres secteurs. Donc il a besoin de tous les autres secteurs pour se développer. En même temps, il participe au développement des autres secteurs. Donc c'est un secteur, je dirais, entre guillemets, c'est un amplificateur des territoires. Donc il permet aux territoires de se développer et surtout de se développer d'une manière durable et équitable. Voilà. Alors on a parlé des infrastructures qui manquaient, on a parlé de ce nouveau tourisme de gîtes, d'auberges, de l'habitant. Il y a certaines infrastructures qui répondent pas aux normes, bien sûr, mais cela, après, il faut renforcer le contrôle, j'imagine, derrière. Mais est-ce que aujourd'hui, on arrive à faire de ce tourisme à créer des vocations de métiers et à former surtout derrière, parce que la formation manque cruellement. Est-ce que on a quelques écoles, on n'a pas beaucoup de formation derrière, et puis l'accueil est important aujourd'hui. Il faut peut-être s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger sur la formation, sur ce qui se fait en termes de normes, et les adapter à notre tourisme, à notre demande. C'est vrai que la formation est un maillon important dans le développement du tourisme. Quand on construit de beaux hôtels ou de belles infrastructures touristiques, si on est mal accueilli, on revient pas. Voilà, ça reste du béton uniquement. Donc il faut créer de l'âme à l'intérieur. Et c'est l'être humain, c'est la ressource humaine qui va la créer. Et je pense que la formation est là pour mettre à niveau d'abord les gens qui travaillent dans la famille touristique, mais aussi de former de nouvelles capacités, donc ressources pour encadrer toute
les constructions et les projets touristiques en cours de réalisation. Chaque année, nous réalisons, ou bien le privé, donc c'est le privé qui réalise, mais à travers un accompagnement de notre ministère. Il y a une cinquantaine d'hôtels et d'infrastructures qui rentrent en exploitation. Et toutes ces infrastructures nécessitent un encadrement à partir du petit métier jusqu'à le manager. Donc Mais qu'est-ce qu'on prévoit de faire? Est-ce qu'on pense à créer des écoles, à créer des spécialités, à les intégrer dans l'enseignement supérieur? Vous savez, l'Algérie a été, à un certain moment, elle formait même pour les pays voisins. Donc je pense que nous avions des traditions en termes de formation. Seulement, à partir des années 2000, nous avons repris un peu la stratégie pour relancer le tourisme en Algérie. Et je pense qu'il y a une très forte dynamique. Nous avons déjà une université qui forme dans le tourisme. Nous avons 2 instituts, celui de Boussaïda et de Tizi Ouzou, avec les annexes qui ont été créées. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, bien sûr, mais nous avons aussi le ministère de l'enseignement professionnels qui nous accompagnent dans cette mission, et il y a du privé aussi qui forme dans plusieurs métiers. Nous avons aussi des hôtels qui forment dans le temps. Il y a beaucoup Ils sont obligés aujourd'hui, pour avoir une main-d'œuvre qualifiée, ils sont obligés de former eux-mêmes. Oui. Voilà. Donc je pense que c'est vrai que nous manquons d'infrastructures pour former, mais on est en train de mettre en place de nouvelles dispositions avec tous les secteurs qui peuvent nous accompagner dans ce sens. Former aussi les chefs d'agence de voyage. Par exemple, les guides, les chefs d'agence de voyage, des gens formés, qualifiés. Déjà avoir un accompagnateur digne d'accompagnateur, parce que on n'est pas très souvent disponible pour accompagner les groupes. Et c'est vraiment très, très, très délicat pour que l'accompagnateur suive l'image que vous avez déjà portée sur cette agence-là. Et c'est ça. C'est important, bien sûr. Très important. Si on veut la garder, c'est vrai que c'est... Vous devez avoir vos propres contacts, vos propres... il faut qu'ils soient qualifiés derrière. Vous avez du mal à en trouver aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui accompagnons nos groupes, tous les groupes. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette confiance et ce relais derrière au niveau de toutes les régions. Exact. La formation des guides est très importante parce que les guides sont considérés comme ambassadeurs. Parce que ce qu'ils disent, l'image qu'ils donnent, donc c'est très, très important. Juste pour ajouter à ce qu'a dit monsieur le chef de cabinet, c'est que nous avons le plan qualité tourisme. C'est-à-dire au-delà des formations au niveau des instituts ou des écoles que nous avons, et puis l'université qui forme aussi, la formation professionnelle. Et il y a pas mal de privés qui ont ouvert des écoles pour former dans les métiers du tourisme. Donc le plan qualité tourisme peut un petit peu permettre à l'existant, aux hôteliers qui vont adhérer à ce plan qualité tourisme pour bénéficier d'une formation et pour être une mise à niveau, parce que le tourisme se développe. Il faut quand même qu'on soit à la page, et c'est ça peut-être le rôle du plan qualité tourisme. Donc pour vous rassurer, on est en train de faire de notre mieux pour arriver à cette adéquation, donc formation, qualité, emploi. Et autre chose, donc on est à quelques jours de la célébration de la journée nationale du tourisme. Le 25 juin. Le 25 juin de chaque année. On célèbre cette journée. Cette année, donc, on s'attend à combien, un slogan. Non, c'est la célébration de la journée qui a été. Donc, un slogan qui a été choisi cette année, c'est donc le tourisme au cœur de l'Algérie moderne. Pourquoi? Pour dire que quand même, on est en train de suivre tout ce qui est les évolutions, donc à travers le monde. Nous avons des instituts qui forment quand même des managers, qui forment des techniciens avec l'utilisation des techniques nouvelles, avec donc l'informatique, avec le digital, etc. Et la formation, je crois que c'est le socle quand même du développement touristique, parce que si on arrive à cerner ce problème, on avancera, Inch'Allah. Et puis, il y a un très fort potentiel durant la saison estivale. C'est bien sûr notre communauté établie à l'étranger qui est très demandeuse pendant cette saison. Est-ce que vous les avez? Qu'est-ce qu'elles demandent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des facilités pour elles aujourd'hui? C'est d'avoir cette visibilité sans avoir à se déplacer, d'avoir tous les produits sous les yeux, comme vous le disiez, sur un support numérique, de pouvoir procéder au paiement aussi par carte bancaire. Est-ce que ces facilités suivent derrière?
Je vous donne vous, hein. Après Monsieur Terguini, parce que vous êtes proche aujourd'hui de ce touriste, vous êtes sur le terrain. Voilà. On est dans le terrain en toute franchise. On a tout fait. On a créé de e-payment dans notre site pour qu'on puisse être payé. Oui. Parce que l'étranger, si on veut dire, c'est l'étranger quand il n'a pas l'assurance d'être pris en charge s'il ne paye pas à la commande. Oui. Du coup, quand on leur dit non à l'arrivée, ça ne comprennent pas. Oui. C'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confirmation et même, pour eux. Même la garantie qui vient, elle n'y est pas. Parce que ici, il y a quoi que ce soit, et s'il ne vient pas, et il y a des frais qui sont engendrés. Oui. En fait, il n'y a pas, en ce moment, je crois qu'il n'y a pas avec le paiement de l'étranger vers l'Algérie. Entre nous, ici en Algérie, ça se fait. Oui, ici ça commence un peu à se démocratiser, mais c'est un vrai point faible aujourd'hui. Oui, je disais que c'était il y a beaucoup de facteurs à mettre en place. Effectivement, notre diaspora à l'étranger, chaque année, je pense que le nombre augmente, parce que même l'offre s'est améliorée durant ces dernières années. Et je pense que nous devons aussi nous adapter à nos familles. Nous avons tous des familles à l'étranger. Donc quand ils viennent chez nous. Donc on aimerait que ces familles viennent en touriste et découvrent leur pays. Oui, beaucoup le font aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui partent en vacances ici. D'ailleurs, nous avons nos partenaires, donc le groupe HTT, qui dispose d'hôtels, d'un nombre important d'hôtels publics. Donc ils sont en train de mettre en place des offres spécifiques ou spéciales pour notre diaspora, pour essayer de les capter, de les encourager à consommer en Algérie. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émigrés qui ne connaissent pas leur pays. En plus, on a constaté que les émigrés, quand ils viennent, ils ramènent même avec eux des touristes étrangers aussi. Oui, bien sûr. C'est aussi les ambassadeurs de leur propre pays. Il faut profiter de cette opportunité pour qu'on leur fasse des offres étudiées, des offres spécialement faites pour notre diaspora. Même en termes d'investissement, nous avons ouvert un chantier avec nos amis qui sont établis à l'étranger. Ils veulent investir en Algérie et on est en train de les informer, de les accompagner pour qu'ils puissent bien. Alors justement, sur les infrastructures et les investissements, est-ce qu'on sait vers quel genre d'infrastructure on veut aller? C'est les grands hôtels, c'est les petites infrastructures, c'est le béton à outrance, on l'a vu, qui grignote aujourd'hui toute la surface, la côte. Est-ce qu'il y a des normes mises en place? Vous savez, l'Algérie, je pense, la côte algérienne, elle a été plus ou moins préservée. Si on devait la comparer avec la côte de l'autre côté de la Méditerranée, donc c'est le tout béton. Ne pas refaire ses erreurs, justement, offrir un autre produit, se distinguer. Il ne faut pas refaire ses erreurs. Si on prend un pays leader en termes de tourisme, c'est un pays européen, 50% de ces infrastructures hôtelières sont des structures légères qui sont réparties à travers la frange littorale. Et d'abord, c'est des constructions faciles à réaliser, rapides à réaliser, moindre coût. Bon, il faudra juste les rentabiliser pour éviter la saisonnalité. Et je pense que la tendance actuelle, c'est de construire des infrastructures légères, ce qui ne dégrade pas la nature. Nous avons vu vos invités avant nous, donc il faut préserver la forêt, il faut préserver la mer qui avance, il y a beaucoup de paramètres à prendre en charge. Et je pense que la meilleure solution, c'est de construire tout en respectant cette nature et de s'y intégrer de façon intelligente et de construire ce qu'il faut. Il ne faut pas être démesuré en termes de réalisation. C'est vrai que nous avons besoin d'hôtels 5 étoiles, nous avons besoin de toutes les gammes hôtelières, mais il faudra créer notre propre tourisme à travers des infrastructures écologiques, écotouristiques et des constructions qui peuvent être aussi réversibles. Et puis, la concurrence est rude. Donc aujourd'hui, vous devez proposer des produits différents, se démarquer, si on veut attirer. Donc ça peut être une force de frappe à ce niveau-là, pour la promotion de la destination Algérie. Oui, et notamment au niveau
niveau du sud, donc il y a cette proposition de construire ou de créer des villages d'habitation légère, c'est-à-dire ils sont démontables au pied donc de sites merveilleux comme Janet et tout. Donc des investisseurs sont là, ils sont intéressés. Et puis même pour le balnéaire, on pourra le faire. Donc Monsieur Terghini a parlé tout à l'heure donc de cette facilitation pour le foncier, par la suite pour l'investissement, inciter donc les investisseurs, parce que nous aussi dans notre rôle et puis notre déplacement au niveau des salons internationaux spécialisés dans le tourisme, en plus de la promotion de la destination, c'est-à-dire en termes de potentiel touristique, culturel et autres, même gastronomique, on parle de ces opportunités d'investissement et puis cette possibilité de venir et inciter donc les étrangers à venir d'abord investir. Et puis nous avons constaté que notre diaspora est très intéressée. Il y a beaucoup, donc on le ressent, ils sont là, ils ont donc cette nostalgie pour revenir un jour et investir dans leur pays. Et puis ces dernières années, nous avons constaté que pour la saison estivale, dans un passé récent, les émigrés venaient pour rendre visite aux parents et tous les retrouvailles. Mais non, c'est des deux dernières années. Passer leurs vacances, c'est-à-dire une semaine après avoir rencontré les amis et la famille. On passe les vacances. Et ils cherchent. Donc on a été approchés par pas mal de familles pour nous demander comment y aller, où est-ce qu'on peut aller pour nous demander conseil. Et voilà, donc donc il y a du profit derrière. Alors, qui dit saison estivale dit aussi plage. Et on sait que beaucoup aussi de soucis il y avait au niveau des concessions des plages. Comment ça va se passer cette saison? Est-ce qu'il y aura des concessions de plage? Est-ce qu'il y aura une plus grande sécurité? Est-ce qu'on pense à cela? Ou est-ce que cela dépendra des autorités locales, des wilayas? Comment ça se passe? La saison estivale, c'est une affaire de plusieurs secteurs. Donc il n'y a pas uniquement le tourisme. C'est vrai que le tourisme a toujours été donc je dirais le chef de file un peu de la préparation de la saison estivale, mais nous avons aussi plusieurs ministères comme l'intérieur, comme la santé, la jeunesse, etc., qui participent pleinement à la préparation. Donc la saison estivale, ce n'est pas uniquement la plage, donc il y a des activités d'animation, il y a des activités sportives, il y a des activités de découverte. Donc c'est toute une dynamique qui se crée autour de cette activité de plage. Mais pour la concession, je vais vous dire que cette année, nous voulons axer la concession envers les professionnels. Donc, les adjudications ou bien les appels à manifestation ont été déjà lancés. Et on veut que ce soit des professionnels. C'est qui ces professionnels? Nous avons les hôteliers, nous avons les agences de voyage, nous avons... une agence de voyage peut obtenir une concession de plage? Bien sûr, elle peut louer un espace au niveau de la plage. Et vous pouvez avoir votre concession, Monsieur Koudi. J'allais proposer comme solution celle-là. D'accord. Vous pouvez postuler. Parce que ce qu'on a vu les dernières années, la concession existait, mais c'était octroyé. C'était octroyé à des gens qui ne sont pas professionnels. Et donc, avec le profit derrière et peut-être pas engendrait pas mal de choses qui ne sont pas... Est-ce que ça sera appliqué pour cette saison? On a nommé ça exploitation des plages à des fins touristiques. À des fins touristiques, c'est-à-dire... c'est plus réglementé. C'est réglementé. Et puis, donc, la qualité de la prestation est quand même... Est-ce que c'est applicable à partir de cette saison ou pas? Oui, elle est applicable. Nous avons déjà... Je vous avez lancé l'appel, la saison a commencé. Nous avons lancé ça fait D'accord. C'est-à-dire que les concessions ont été attribuées. Maintenant, on est en phase de choix des concessionnaire. D'accord. Je suis preneur, moi. Voilà, vous avez un preneur, je crois que vous arrivez trop tard. Pour les saisons prochaines. Il ne faut pas que la plage soit squattée surtout par les gens qui n'ont rien à faire dans cet espace. Donc la plage d'abord c'est un espace public. C'est ça, bien sûr. Public. Mais on peut offrir des services de qualité, moyennant bien sûr un prix, mais tout en gardant d'une manière générale la gratuité. Laisser des plages gratuites aussi ouvertes à tout le monde. Celui qui veut avoir un parasol et une table, donc il paye la différence. Il faudra juste réglementer tout cela. Bien, merci. La destination peut-être prisée pour cette saison estivale, il y a une préférence pour les touristes locaux en ce moment? En ce moment, il y a l'Oranais et un peu Skikda. Oui, c'est les régions qui reviennent, je pense, le plus pendant la saison estivale. Peut-être qu'il faudra apprendre aussi à parler de l'Algérie plus positivement.
aujourd'hui, lui changer d'image, lui donner cette image d'un pays qui s'ouvre sur le monde, qui a des capacités à offrir, qui a quelque chose à offrir derrière. C'est aussi un plan de communication. C'est clair, bien sûr. Même au niveau des médias, au niveau partout, de la presse. Partout, nous en positif. Et puis, pour nous, c'est la meilleure destination au monde. Très bien, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été parmi nous ce soir sur notre plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité tout au long de cette saison. Je vous l'annonçais en tout début, c'est la toute dernière de cette saison. Merci à tous nos invités qui ont répondu présents et qui nous ont éclairés par leur expertise. Un merci particulier à la chef d'orchestre de l'émission de Questions d'Actu, la directrice adjointe chargée de l'information, Nawala Abada, qui a chapeauté bien sûr toutes les émissions de Questions d'Actu. Merci à la mémoire de notre émission, Amina Boukhalfa. Merci à elle pour sa patience. Sans oublier le réalisateur Hassan Chakour, la régie 2 avec ses techniciens et ses caméramans. Et merci encore une fois à vous de nous suivre. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes vacances et à très bientôt. Au revoir et sahaïdkoum.